Une enfant de 5 ans, pieds nus et vêtue d'une robe en lambeaux, tendait sa petite main frêle à un couple sortant d'un restaurant luxueux. Elle voulait juste un morceau de pain. Ce qu'elle reçut fut une gifle et une leçon de cruauté. Mais de l'autre côté de la rue, un millionnaire assistait à la scène, et sa vie allait changer à jamais lorsqu'il découvrirait qui était réellement cette fillette. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des histoires qui touchent le cœur chaque jour. Le climatiseur du bureau au 47e étage murmurait contre les fenêtres en verre blindé, créant une barrière silencieuse entre le millionnaire et le monde d'en bas. Il observait la ville à travers ses lentilles sombres, ses doigts tambourinant impatiemment sur la table en acajou, tandis qu'il analysait des rapports financiers qui décideraient du sort de centaines d'employés. L'homme était connu pour sa froideur calculatrice. À 42 ans, il avait bâti un empire fondé sur des décisions rapides et des émotions contrôlées. Il n'y avait pas de place pour le sentimentalisme dans sa routine de millionnaire, seulement des chiffres, des profits et des stratégies qui garantissaient sa position au sommet de la chaîne alimentaire corporative. Ce mardi matin, comme tous les autres, il examinait les coupes budgétaires de l'entreprise. 300 employés seraient licenciés d'ici la fin du mois. Pour lui, ce n'étaient que des statistiques dans une feuille de calcul, des coûts opérationnels qu'il fallait éliminer. Sa secrétaire avait tenté de mentionner que beaucoup de ces noms représentaient des familles entières dépendant de ses salaires, mais il l'avait interrompu d'un geste sec de la main. « Les affaires sont les affaires », murmura-t-il, signant les documents avec la même naturalité qu'il choisissait le vin pour le dîner. De l'autre côté de la ville, dans une réalité qui semblait exister sur une autre planète, une fillette de 5 ans se réveillait sous la marquise d'un magasin abandonné. Ses grands yeux sombres clignaient lentement, s'ajustant à la lumière filtrée à travers les vitres sales qui servaient de toit improvisé. La petite robe bleue, qui avait dû être belle autrefois, pendait sur son petit corps maigre comme un fantôme d'enfance perdue. Elle s'étira précautionneusement, vérifiant si son ours en peluche était toujours en sécurité dans ses bras. C'était tout ce qu'elle possédait au monde, un jouet décoloré avec un seul œil, mais qui portait tous ses rêves et ses souvenirs fragmentés d'un temps dont elle se souvenait à peine. La faim martelait son estomac vide depuis 2 jours. Ce n'était pas une sensation nouvelle, mais aujourd'hui, elle semblait plus persistante, plus urgente. Elle savait qu'elle devrait sortir à la recherche de nourriture, mais ses pieds nus étaient déjà meurtris par les promenades précédentes dans les rues rugueuses de la ville. Elle se leva lentement, rangeant l'ours en peluche dans un sac plastique déchiré qu'elle utilisait comme sac à dos improvisé. Ses pas petits et silencieux l'amenèrent au trottoir animé, où des cadres pressés et des femmes au foyer bien habillées la dépassaient comme si elle était invisible. Elle avait appris que les gens étaient trop pressés pour remarquer un enfant sale qui demandait de l'aide. Certains l'ignoraient complètement, d'autres détournaient le regard avec malaise, et quelques-uns, très peu, s'arrêtaient pour offrir une pièce ou un morceau de nourriture. Ce jour-là, elle décida de tenter sa chance près des restaurants chics. Elle avait remarqué que les gens qui sortaient de ces endroits portaient parfois des emballages avec des restes de nourriture. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un aurait-il assez de pitié pour partager un petit morceau. Pendant ce temps, au sommet de la tour d'affaires, le millionnaire terminait de signer les derniers documents. Son emploi du temps était chargé. Une réunion avec des investisseurs japonais, une conférence par satellite avec la filiale européenne et un dîner d'affaires dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Il se leva, ajustant le costume italien qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnent en un an. Son reflet dans la vitre de la fenêtre montrait un homme impeccablement vêtu, mais avec des yeux vides, comme si toute la richesse du monde ne suffisait pas à combler un trou invisible dans son âme. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait souri sincèrement. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti autre chose que la satisfaction froide d'une affaire réussie. Sa vie était une succession d'engagements, de contrats et de réussites qui devenaient de plus en plus insensés. Il prit l'ascenseur privatif jusqu'au garage souterrain où son chauffeur l'attendait déjà à côté de la voiture blindée.
Il était temps de partir pour une nouvelle journée de réunion qui déciderait des destins sans qu'il ait besoin de regarder dans les yeux des personnes touchées par ses décisions. De l'autre côté de la ville, la fillette marchait lentement sur le trottoir, portant son ours en peluche et un espoir fragile comme du verre. Elle ne savait pas que, dans quelques heures, sa vie et la vie de l'homme au sommet de la tour s'entrelaceraient d'une manière qui changerait à jamais le destin des deux. Le soleil commençait à réchauffer l'asphalte et elle sentait la faim se serrer encore plus dans son petit estomac. Elle devait trouver de la nourriture bientôt, avant que les forces ne l'abandonnent complètement. Le restaurant Le Jardin était l'un de ces endroits où chaque plat coûtait plus que ce que de nombreuses familles dépensent en alimentation pendant tout un mois. Ces murs en verre offraient une vue panoramique sur la ville, créant l'illusion que les convives flottaient au-dessus de la réalité commune, dans un monde propre de saveurs raffinées et de conversations chuchotées sur des affaires millionnaires. La fillette s'était positionnée stratégiquement sur le trottoir, devant le restaurant, observant avec des yeux attentifs les personnes qui entraient et sortaient. Elle avait appris à lire les signes, qui étaient trop pressés pour s'arrêter, qui détournaient le regard avec malaise et qui, occasionnellement, démontraient une lueur d'humanité au milieu de la course urbaine. Son estomac gargouillait doucement, un son qu'elle tentait d'étouffer en serrant son ours en peluche encore plus fort. 2 jours sans manger avaient affaibli ses forces, mais sa détermination restait inébranlable. Elle avait survécu à des situations pires et savait qu'elle avait juste besoin d'une opportunité, un moment de gentillesse de la part d'un étranger compatissant. Quand elle vit le couple sortir du restaurant, portant un élégant sac en papier avec des restes de nourriture, ses yeux s'illuminèrent d'un espoir timide. La femme portait une robe qui coûtait probablement plus que ce que la fillette pourrait imaginer. Et l'homme arborait une montre qui brillait sous la lumière du soleil, comme une petite fortune au poignet. La fillette s'approcha, à pas hésitants, répétant mentalement les mots qu'elle avait appris à dire avec la voix la plus douce possible. Elle savait que la façon dont elle demandait de l'aide faisait la différence. Elle ne pouvait pas paraître trop agressive ou désespérée, sinon les gens s'éloignaient avec crainte. « Madame, auriez-vous un petit morceau de pain ?» demanda-t-elle d'une voix douce, tendant sa petite main vers le sac que la femme portait. Ses grands yeux sombres se fixèrent sur l'emballage avec une espérance qui semblait presque tangible dans l'air chaud de l'après-midi. La réaction fut instantanée et brutale. La femme recula comme si la fillette était porteuse d'une maladie contagieuse, son visage se contorsionnant dans une expression de dégoût et d'irritation. « Dégage d'ici, sale gamine !» cria-t-elle, repoussant l'enfant avec une violence disproportionnée à la situation. L'homme à côté ne leva même pas les yeux de son téléphone portable, comme si la scène devant lui n'était qu'un désagrément urbain de plus qui ne méritait pas son attention. Son indifférence était presque aussi cruelle que l'agression de sa compagne. Mais ce qui suivit dépassa toutes les limites de la cruauté humaine. La main de la femme qui avait repoussé la fillette se transforma en poing fermé, puis en paume ouverte. La gifle résonna sur le trottoir comme un claquement sec, un son qui semblait déchirer le tissu de l'humanité. La fillette tomba à genoux sur le sol rugueux, une de ses mains protégeant instinctivement la joue qui brûlait de douleur, tandis que l'autre serrait toujours fermement son ours en peluche. L'impact physique fut fort, mais il ne fut rien comparé à ce qui suivit. De l'autre côté de la rue, au 47e étage du bâtiment commercial le plus imposant de la région, le millionnaire venait de sortir d'une réunion particulièrement tendue. Des investisseurs européens avaient remis en question certaines de ses méthodes, suggérant qu'il était peut-être temps d'envisager des politiques plus socialement responsables dans ses entreprises. Il avait balayé ces suggestions d'un sourire froid habituel, expliquant que le sentimentalisme ne rapportait pas de dividendes. Maintenant, alors qu'il attendait l'ascenseur, son attention fut attirée par le mouvement dans la rue en bas. À travers la fenêtre blindée, il vit la scène se dérouler comme un film au ralenti. Il vit la fillette s'approcher du couple, vit la bousculade, vit la gifle qui la fit tomber à terre. Mais ce qui le paralysa complètement
Ce qui fit s'arrêter son cœur un instant fut ce qui se passa après. La fillette ne pleura pas. Elle se releva lentement, avec une dignité qui contrastait radicalement avec son apparence fragile. Elle essuya le sang qui coulait du coin de sa bouche, avec le dos de sa main, ajusta sa petite robe déchirée et regarda directement dans les yeux de la femme qui l'avait agressée. « C'est rien », dit-elle d'une voix qui portait une sagesse impossible pour ses 5 ans. « J'ai l'habitude de ne pas avoir mal dehors. Le pire, c'est quand ça fait mal dedans. » À force de vide. Les mots traversèrent la vitre blindée, traversèrent les 47 étages de distance, traversèrent toutes les barrières que le millionnaire avait construites autour de son cœur au fil des ans. Ils l'atteignirent comme une balle bien ajustée, brisant quelque chose de fondamental dans son âme, soigneusement blindée. Il pressa la paume de sa main contre la vitre, ressentant pour la première fois depuis des années quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Ce n'était pas de la pitié, c'était quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus perturbant. C'était comme si cet enfant minuscule venait de lui montrer un miroir de sa propre âme vide. « Arrêtez la voiture !» murmura-t-il au chauffeur par l'interphone, sa voix rauque et méconnaissable. « Monsieur !» vint la réponse confuse d'en bas. « Arrêtez la voiture !» cria-t-il, appuyant sur le bouton de l'ascenseur avec une urgence qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. En bas, sur le trottoir, la fillette s'était déjà éloignée du couple, marchant lentement avec son ours en peluche serré contre sa poitrine. La femme et l'homme suivirent leur chemin comme si de rien n'était, se perdant dans la foule de piétons indifférents. Mais pour le millionnaire, qui descendait les 47 étages avec le cœur battant la chamade, tout avait changé. Ces mots, le pire, c'est quand ça fait mal dedans à force de vide, résonnaient dans son esprit comme une cloche qui réveille les morts. Pour la première fois de sa vie adulte, il sentit qu'il devait faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec le profit, le pouvoir ou le succès. Il devait traverser la rue et rencontrer l'enfant qui venait de bouleverser son monde avec une seule phrase chargée de vérité. L'ascenseur n'avait jamais paru aussi lent. Chaque étage qui passait augmentait l'anxiété dans la poitrine du millionnaire, une sensation complètement étrangère pour quelqu'un qui avait passé des décennies à contrôler chaque émotion, chaque réaction, chaque impulsion humaine qui pourrait interférer dans ses affaires. Lorsque les portes s'ouvrirent finalement au rez-de-chaussée, il traversa presque en courant le hall en marbre, ignorant les salutations respectueuses des gardes et des employés. Son esprit rationnel hurlait des alarmes. Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi un enfant des rues avait-il réussi à affecter à ce point quelqu'un comme lui? Sur le trottoir, la lumière du soleil le frappa comme une claque, le forçant à cligner des yeux plusieurs fois avant de pouvoir se concentrer sur la foule de piétons. Il chercha désespérément la petite silhouette de la fillette, craignant qu'elle ait déjà disparu parmi les gens. Il la trouva à quelques mètres plus loin, marchant lentement avec son ours en peluche serrée contre sa poitrine. Ses pas petits et prudents révélaient la douleur de ses pieds nus sur l'asphalte chaud, mais elle gardait la tête haute avec une dignité qui contrastait avec son apparence fragile. Il commença à traverser la rue, ignorant les coups de klaxon des voitures et les cris de protestation des conducteurs. Son costume à 3000 € paraissait ridiculement inapproprié pour cette situation, mais rien de tout cela n'importait. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui l'attirait comme un aimant irrésistible. « Attendez !» cria-t-il, sa voix se perdant dans le bruit de la circulation. La fillette s'arrêta et se tourna, ses grands yeux s'écarquillant en voyant un homme élégant courir vers elle. Instinctivement, elle recula de quelques pas, serrant l'ours en peluche plus fort. L'expérience lui avait appris que lorsque les adultes couraient après elle, ce n'était que rarement pour de bonnes raisons. Quand il la rattrapa enfin, tous deux restèrent là, se regardant dans un silence chargé d'émotions contradictoires. Le millionnaire, qui avait toujours su exactement quoi dire dans n'importe quelle situation d'affaires, se retrouva complètement sans voix devant cet enfant. « Vous allez bien ?» réussit-il à demander finalement, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait prévu. La fillette l'étudia avec des yeux qui semblaient bien plus vieux que ses 5 ans.
Il y avait en eux une sagesse triste, une compréhension précoce de la cruauté du monde, qui fit se contracter le cœur de l'homme d'une manière douloureuse. « Je vais toujours bien », répondit-elle avec simplicité, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. » Ces mots simples frappèrent le millionnaire comme un coup de poing dans l'estomac. Voici une enfant qui venait d'être agressée pour avoir demandé de la nourriture, consolant un adulte qui avait tout dans la vie. L'inversion des rôles était si absurde qu'il faillit rire si elle n'avait pas été aussi tragique. « J'ai vu ce qui s'est passé, » dit-il, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Cette femme n'avait pas le droit. » « Les gens ont peur de ceux qui n'ont rien, » l'interrompit la fillette avec une désarmante naturelle. « Ils croient que le manque, ça se partage, que s'ils sont gentils avec moi, ils deviendront pauvres aussi. » Le millionnaire sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il avait depuis longtemps enfoui sous des couches d'ambition et de pragmatisme. C'était comme si cet enfant déterrait des parties de lui-même dont il ignorait même l'existence. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, essayant de maîtriser sa voix. « J'ai pas vraiment de nom », répondit-elle, balançant légèrement son ours en peluche dans ses bras. « Les gens m'appellent celle-là ou la salle, ou parfois ils m'appellent même pas. » La réponse fut comme un coup de poignard. Le millionnaire avait passé toute sa vie à être appelé par son nom, à être respecté, à être craint. Titre, honneur, position. Tout cela paraissait ridiculement insignifiant face à une enfant qui n'avait même pas le droit le plus élémentaire d'avoir un nom. « Tout le monde a un nom », insista-t-il, ressentant un besoin urgent de lui accorder au moins cette dignité élémentaire. « J'en avais un avant, » dit-elle, en regardant l'ours en peluche. « Mais ça fait tellement longtemps que personne l'a prononcé que j'ai un peu oublié comment il sonnait. » À ce moment-là, quelque chose à l'intérieur du millionnaire se brisa définitivement. Toutes ses certitudes sur le monde, sur ce qui importait dans la vie, sur ce qui rendait une personne précieuse, s'effondrèrent comme un château de cartes. Il sortit de sa poche un mouchoir en soie, un accessoire qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnent en une semaine, et essuya doucement le sang qui coulait encore du coin de sa bouche. La fillette se recroquevilla au début, mais elle accepta ensuite cette prévenance, comme si elle n'était pas habituée aux gestes de tendresse. « Tu as faim ?» demanda-t-il, bien que la réponse fût évidente à la maigreur de son petit corps. « Toujours », répondit-elle avec une honnêteté brutale. « Mais c'est pas juste de la nourriture. Des fois, on a faim d'autre chose aussi. »« Quoi d'autre ? » ?»« Qu'on prononce ton nom, qu'on se soucie si t'as froid, d'avoir un endroit à toi pour de vrai. » Elle fit une pause, le regardant droit dans les yeux. « Qu'on te regarde comme si t'étais important. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit du millionnaire pendant tout le trajet du retour au bureau. Il avait acheté à la fillette un goûter dans une boulangerie voisine, observant avec fascination comment elle mangeait lentement, savourant chaque miette comme s'il s'agissait d'un festin. Mais maintenant, seul dans son bureau au 47e étage, il n'arrivait à se concentrer sur rien. Les rapports financiers semblaient être des papiers sans importance, les réunions futures, des exercices de futilité. Pour la première fois depuis des décennies, il remettait tout en question. Que faisait-il de sa vie ? À quoi servait tout cet argent si des enfants comme celle-là erraient dans la rue sans même un nom à appeler le leur ? Il essaya de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un moment de faiblesse, que bientôt il reviendrait à la normale. Après tout, il ne pouvait pas sauver tous les enfants du monde. Il n'était pas responsable de la misère des autres. Mais les mots de la fillette continuaient de résonner. « Des fois, on a faim qu'on te regarde comme si t'étais important. » Et il réalisa, avec un choc qui le laissa sans voix, que malgré toute sa richesse et son pouvoir, il y avait longtemps que personne ne l'avait regardé ainsi. Il y avait longtemps qu'il ne s'était pas senti vraiment important pour quelqu'un. 3 jours passèrent depuis la rencontre sur le trottoir, et le millionnaire découvrit qu'il ne pouvait pas se sortir la fillette de la tête. Pendant les réunions importantes, son esprit vagabondait vers ses grands yeux tristes. En signant des contrats millionnaires, il entendait des échos de cette petite voix disant qu'elle avait faim, qu'on se soucie d'elle.
Il avait essayé de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une phase, d'un moment de sentimentalisme qui passerait bientôt. Mais plus il essayait d'oublier, plus elle devenait présente dans ses pensées. C'était comme si cet enfant avait planté une graine dans son âme qui, désormais, croissait de façon incontrôlable. Le mercredi matin, il prit une décision qui le surprit. Il annula toutes les réunions de la journée et demanda à son chauffeur de l'emmener dans le quartier où il avait rencontré la fillette. Il n'avait pas de plan précis, juste un besoin urgent de la revoir, de s'assurer qu'elle allait bien. La recherche dura des heures. Il parcourut les rues proches du restaurant, interrogea des commerçants, observa chaque recoin où une petite enfant pourrait se cacher. Certains vendeurs ambulants reconnurent sa description. La fillette à l'ours en peluche, comme il l'appelait, mais personne ne savait exactement où elle se trouvait à ce moment-là. Lorsqu'il la trouva enfin, ce fut dans un endroit qui le choqua profondément. Elle dormait à l'entrée d'une pharmacie fermée, recroquevillée comme un chaton abandonné, l'ours en peluche servant d'oreiller improvisé. La scène était à la fois touchante et dévastatrice. Le millionnaire resta immobile pendant plusieurs minutes, observant simplement. Même endormie, le visage de la fillette portait une expression d'alerte, comme si elle était toujours prête à fuir ou à se défendre. Ses vêtements étaient encore plus sales que la dernière fois, et il put voir de petites égratignures sur ses bras et ses jambes. Quand elle se réveilla et le vit, elle ne parut pas surprise. C'était comme si, d'une certaine manière, elle savait qu'il reviendrait. « Vous êtes revenu », dit-elle simplement, s'asseyant et serrant son ours en peluche. « Je suis revenu », confirma-t-il, se sentant étrangement vulnérable face à ce constat évident. « Je vous ai apporté quelques affaires. » Du sac qu'il portait, il sortit un sandwich, un jus de fruits et quelques vêtements qu'il avait achetés dans une boutique pour enfants. Il n'était pas sûr des tailles, mais il avait demandé à la vendeuse de choisir des vêtements adaptés à une fillette de 5 ans. Ses yeux s'illuminèrent, mais pas pour la nourriture ou les vêtements. Ce qui la fit vraiment sourire, ce fut le fait qu'il ait pensé à elle, qu'il se soit donné la peine de revenir. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle en mangeant le sandwich lentement, savourant chaque bouchée. C'était une question simple, mais qui le laissa sans réponse. Pourquoi faisait-il cela? Ce n'était pas de la charité. Il ne s'était jamais intéressé aux œuvres de bienfaisance. Ce n'était pas de la culpabilité. Il n'était pas responsable de sa situation. Alors, qu'est-ce que c'était? « Je ne sais pas, » admit-il finalement, et cette honnêteté le surprit. « Vous avez dit quelque chose qui ne sort pas de ma tête. » « Quoi ? » « Qu'on a faim, que quelqu'un se soucie de vous, qu'on vous regarde comme si vous étiez important. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je crois que j'ai aussi cette faim. » La fillette cessa de manger et le regarda avec une intensité qui le mit mal à l'aise. C'était comme si elle pouvait voir à travers tous ces masques, toutes les personnes qu'il avait construites au fil des ans. « Vous avez tout, » observa-t-elle. « Comment vous pouvez avoir faim ? » « Avoir des choses, c'est pas pareil qu'avoir ce qui compte, » répondit-il, surpris par sa propre sincérité. Elle acquiesça comme si elle comprenait parfaitement. Et peut-être qu'elle comprenait vraiment. Les enfants en situation de vulnérabilité développent une compréhension précoce de la nature humaine qui échappe souvent aux adultes protégés. « Quel est ton vrai nom ?» demanda le millionnaire. « Je t'ai dit que je me souvenais pas, dit-elle, mais cette fois avec moins de conviction. Essaie de te souvenir, pour moi. » Elle ferma les yeux, se concentrant intensément. Son visage se contorsionna sous l'effort, comme si elle essayait d'atteindre une mémoire enfouie très profondément. « Marie, » murmura-t-elle finalement en ouvrant les yeux. « Je crois que c'était Marie. Quelqu'un m'appelait Marie. »« Marie, » répéta-t-il, testant le nom sur sa langue. « C'est un beau nom. »« C'est ça ?» demanda-t-elle, et il y avait un espoir si pur dans sa voix que son cœur se serra. « Très beau. Je peux t'appeler Marie ?» Elle hocha vigoureusement la tête, et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, il vit un sourire authentique illuminer son visage. C'était comme si, en retrouvant son nom, elle avait retrouvé un morceau de son identité perdue. Ils passèrent le reste de l'après-midi à converser. Le millionnaire découvrit qu'elle était plus intelligente que beaucoup des personnes avec qui il faisait des affaires.
Ses observations sur la nature humaine étaient perspicaces et profondes, tempérées par une sagesse que seule la souffrance peut enseigner. Quand vint le moment de partir, il se sentit réticent à la laisser. L'idée de retourner dans son luxueux appartement alors qu'elle dormirait dans la rue l'incommodait d'une manière qu'il n'avait jamais éprouvée. « Marie, dit-il, s'agenouillant à nouveau pour être à sa hauteur, « je peux revenir demain ?»« Vous pouvez, » répondit-elle, en serrant l'ours en peluche. « Mais vous n'avez pas besoin d'apporter des choses. Vous avez juste besoin de vous. » Ces mots l'accompagnèrent toute la nuit. Pendant qu'il dînait seul dans son appartement en penthouse, regardant la ville à travers des fenêtres qui coûtaient plus que de nombreuses maisons, il pensa à une fillette de 5 ans qui appréciait plus sa présence que ses cadeaux. Pour la première fois depuis des années, il se questionna sur ce que signifiait réellement la richesse. Et il commença à soupçonner que c'était peut-être lui, et non elle, qui était véritablement appauvri. Les visites devinrent une routine. Tous les jours, après le travail, le millionnaire demandait à son chauffeur de l'emmener dans le quartier où Marie avait l'habitude de séjourner. Parfois, il la trouvait au même endroit, d'autres fois, il devait la chercher dans les rues voisines. Mais il la trouvait toujours. Au fil des jours, il commença à mieux comprendre sa vie. Marie avait développé un système complexe de survie urbaine qui impressionnait par sa sophistication. Elle savait où trouver de l'eau propre, connaissait les horaires des restaurants qui donnaient parfois des restes, identifiait les endroits les plus sûrs pour dormir. « Vous pouvez pas rester dans la rue pour toujours », dit-il un jeudi pluvieux, alors qu'il partageait un goûter sous la marquise d'un magasin fermé. « Et où est-ce que je vais aller d'autre ?» demanda-t-elle avec pragmatisme. C'était une question simple, mais qui ouvrait un univers de complications. Le millionnaire avait commencé à se renseigner sur les foyers et les orphelinats, mais ce qu'il découvrit le laissa profondément troublé. La plupart des institutions étaient surpeuplées, sous-financées, et de nombreux enfants finissaient par s'enfuir parce que les conditions étaient pires que la vie dans la rue. « Il existe des endroits », commença-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'il vit l'expression sur son visage. « J'ai déjà été dans des endroits, » dit Marie avec une maturité effrayante. « Des endroits où les gens disent qu'ils veulent t'aider, mais en fait, ils veulent juste que tu les embêtes pas dans la rue. » Le millionnaire sentit une vague de colère contre un système qui faillissait si complètement à ses enfants les plus vulnérables. Mais il sentit aussi quelque chose de plus troublant, un besoin croissant de protéger cette fillette spécifique, de la sortir de cette situation. « Et si vous restiez avec moi ?» demanda-t-il impulsivement. Les mots sortirent avant qu'il ait pu les penser complètement, mais une fois dit, il réalisa qu'il les désirait intensément. L'idée d'emmener Marie chez lui, de lui donner sécurité et confort, était devenue une obsession silencieuse. Mais Marie secoua la tête. « Vous me connaissez même pas vraiment, et je sais pas si je peux faire confiance aux adultes. »« Vous me faites confiance », fit-il remarquer. « Un petit peu, » admit-elle. Mais faire confiance un petit peu, c'est différent d'aller habiter chez quelqu'un. C'était une distinction sage qui montrait combien cet enfant avait appris à se protéger dans un monde qui l'avait maintes fois déçu. Le millionnaire se sentit à la fois fier de son intelligence et triste de la nécessité de cette protection. Pendant ce temps, dans le monde de l'entreprise, son changement de comportement commença à être remarqué. Des employés commentaient qu'il semblait plus distrait, moins concentré sur les chiffres. Lors d'une réunion importante, il avait défendu un programme de responsabilité sociale qui comprenait une aide aux enfants des rues, une proposition que ses collègues accueillirent avec surprise. « Depuis quand vous vous souciez des causes sociales ?» demanda son associé le plus ancien après la réunion. « Depuis que j'ai réalisé qu'il existe des choses plus importantes que le profit, » répondit-il, surpris par sa propre honnêteté. La réponse suscita des regards inquiets parmi les membres du conseil d'administration. Pour eux, l'homme qui avait toujours été la personnification de la froideur entrepreneuriale montrait des signes de faiblesse sentimentale qui pourraient compromettre les intérêts de la corporation. Mais le millionnaire ne se souciait pas de ses préoccupations.
Pour la première fois depuis des décennies, il avait trouvé quelque chose qu'il considérait comme plus précieux que l'expansion du marché et les marges bénéficiaires. Il avait trouvé un but. Marie, de son côté, changeait aussi. La présence constante de quelqu'un qui se souciait d'elle éveillait des aspects de sa personnalité qui avaient été enfouis par la nécessité de survivre. Elle commença à parler davantage de rêves et d'espoirs, et non plus seulement de l'endroit où trouver son prochain repas. « Si je pouvais avoir n'importe quoi au monde, » dit-elle un après-midi, alors qu'ils observaient les nuages depuis le banc d'un square où ils s'étaient rencontrés, « je voudrais une vraie famille. » « Comment serait cette famille ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. « Ce serait quelqu'un qui serait heureux quand j'arriverais à la maison. Quelqu'un qui saurait comment j'aime mon lait, pas trop chaud, pas trop froid. Quelqu'un qui se souviendrait de mon anniversaire. » Elle fit une pause, serrant l'ours en peluche. « Quelqu'un qui aurait de la nostalgie quand je serais pas là. » Ironiquement, c'était lui qui vivait la vie que Marie décrivait comme idéale, mais sans aucun des éléments émotionnels qu'elle valorisait. « Et vous ?» demanda-t-elle, se tournant pour le regarder. « Qu'est-ce que vous voudriez si vous pouviez avoir n'importe quoi ?» La question le prit au dépourvu. Personne ne lui avait demandé ses désirs depuis des années. Les gens supposaient que, parce qu'il avait de l'argent, il avait automatiquement tout ce qu'il voulait. « Je voudrais... » commença-t-il, puis s'arrêta, surpris par ce qu'il allait dire. « Je voudrais ne pas me sentir aussi seul. »« Mais vous avez plein de gens qui travaillent avec vous, » observa Marie. « Travailler avec quelqu'un, c'est pas pareil qu'avoir quelqu'un qui se soucie de vous, » expliqua-t-il, faisant écho à ses propres mots des jours précédents. Marie acquiesça avec compréhension. « C'est pareil que quand il y a plein de monde dans la rue, mais tu te sens quand même invisible. » Exactement. C'était exactement ça. Le millionnaire réalisa que lui et cette fillette de 5 ans partageaient le même type de solitude, simplement emballés de manières différentes. Au fil des semaines, le lien entre eux se renforça. Marie commença à lui faire davantage confiance, partageant des fragments de souvenirs sur sa vie antérieure. Des souvenirs vagues d'une femme qui lui chantait pour l'endormir, d'un homme qui la faisait rire, d'une maison qui sentait les biscuits. Le millionnaire, de son côté, commença à partager des aspects de sa propre vie qu'il n'avait jamais révélés à personne. Il parla de la pression constante de maintenir son empire financier, de la solitude des décisions qui affectaient des milliers de personnes, de la façon dont il était devenu une machine à faire de l'argent au détriment de son humanité. « Vous aimez pas être riche ?» demanda Marie un après-midi après qu'il ait décrit la pression de ses responsabilités professionnelles. « C'est pas que j'aime pas, » expliqua-t-il avec soin. « C'est que... imaginez que vous ayez beaucoup de nourriture, mais que vous deviez manger seul tous les jours. La nourriture est toujours bonne, mais elle ne satisfait pas de la même manière. »« Ah !» dit-elle, comprenant immédiatement. « C'est pareil que quand je trouve de la bonne bouffe dans la poubelle, mais que j'aimerais avoir quelqu'un avec qui partager. » L'analogie simple et profonde le laissa sans voix. Une enfant de 5 ans avait résumé parfaitement le vide existentiel qu'il ressentait depuis des années. Ce fut à ce moment-là qu'il réalisa quelque chose qui l'effraya. Il tombait amoureux. Pas romantiquement, bien sûr, mais d'une façon paternelle profonde qu'il n'avait jamais expérimentée. Marie était en train de devenir la fille qu'il n'avait jamais su qu'il voulait avoir. Et avec cette prise de conscience vint une peur terrible. Que se passerait-il si quelque chose de mauvais lui arrivait? Que se passerait-il si quelqu'un découvrait leur rencontre quotidienne et remettait en question ses intentions? Que se passerait-il si elle décidait qu'elle ne voulait plus le voir? Ses peurs le tenaient éveillé la nuit, regardant par la fenêtre de son appartement en direction du quartier de la ville où elle dormait, souhaitant désespérément pouvoir la protéger de tous les dangers qu'elle affrontait dans la rue. Mais Marie était forte et indépendante d'une manière qu'il n'avait jamais été. Elle avait survécu à des situations qui l'auraient brisée complètement et continuait de maintenir une douceur et un espoir qui l'inspiraient quotidiennement. « Vous m'apprenez des choses », dit-il un vendredi alors qu'ils marchaient dans une rue moins fréquentée. « Moi ? Mais je sais même pas lire correctement », répondit-elle, surprise.
Vous m'apprenez le courage, à trouver le bonheur dans les petites choses. Sur ce qui compte vraiment dans la vie, Marie resta silencieuse un instant, digérant ces mots. Puis, de façon complètement inattendue, elle s'arrêta de marcher et lui tendit sa petite main. « Vous voulez être mon ami pour de vrai ?» demanda-t-elle avec une gravité touchante. « Plus que tout au monde !» répondit-il, serrant doucement cette petite main confiante. À ce moment-là, marchant main dans la main dans une rue ordinaire d'une ville ordinaire, le millionnaire sentit une richesse que tout son argent n'avait jamais pu acheter. Mais il ignorait que des forces au-delà de son contrôle étaient déjà en mouvement. Des forces qui allaient bientôt mettre ce lien naissant à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'était préparé à affronter. Ce fut un lundi gris que le monde des deux s'effondra et se reconstruisit simultanément. Le millionnaire était arrivé plus tôt que d'habitude, au lieu de rendez-vous, portant un cadeau spécial pour Marie. Un livre pour enfants avec des images colorées qu'il pensait qu'elle aimerait, même si elle apprenait encore à lire. Mais quand il la trouva, il réalisa immédiatement que quelque chose avait changé. Marie était plus silencieuse que d'habitude, serrant l'ours en peluche avec une intensité qui suggérait une profonde anxiété. Ses vêtements, les mêmes qu'il avait achetés des semaines auparavant, étaient plus sales, et il y avait de nouvelles égratignures sur ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, s'agenouillant devant elle avec une réelle inquiétude. « J'ai fait des cauchemars, » murmura-t-elle, évitant son regard. « Des cauchemars sur avant. Avant quoi? Avant que je sois toute seule. J'ai rêvé d'elle, encore. De qui? De ma mère. » La voix de Marie sortit comme un chuchotement chargé de douleur. Elle chantait cette chanson que je connais un peu, vous savez. Et il y avait un homme avec elle, un homme qui ressemblait... Elle s'arrêta brusquement de parler, le regardant avec une expression étrange qu'il ne parvint pas à interpréter. « Ressemblait à qui ?» insista-t-il gentiment. « À vous, » dit-elle finalement. « L'homme dans mon rêve ressemblait à vous. » Le cœur du millionnaire s'arrêta un instant. Une sensation glaciale parcourut son échine, mêlée à quelque chose qu'il n'osait nommer. Les coïncidences existaient, bien sûr, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle le disait, quelque chose dans l'expression de ses yeux, qui éveilla des souvenirs qu'il avait enterrés depuis longtemps. « Marie, dit-il, essayant de garder la voix calme, vous vous souvenez d'autre chose sur vos parents? N'importe quoi ?» Elle ferma les yeux, se concentrant intensément comme elle le faisait toujours quand elle essayait d'accéder à des souvenirs fragmentés. Ma mère avait les cheveux longs et noirs, elle sentait les fleurs. Et l'homme avait une marque sur la main. « Juste ici », dit-elle, en touchant le dos de sa propre main gauche. Le monde s'arrêta. Le millionnaire regarda automatiquement sa propre main gauche, où une petite cicatrice, mais distinctive, marquait l'endroit où il s'était coupé lors d'un accident d'enfance. Une cicatrice que peu de gens connaissaient, une marque qu'il considérait comme insignifiante. « Comment était cette marque ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « C'était comme ça, oh !» dit Marie, en dessinant dans l'air la forme exacte de sa cicatrice. Les jambes du millionnaire fléchirent. Il s'assit lourdement sur le trottoir, son esprit parcourant les souvenirs qu'il avait tenté d'oublier depuis des années. Anna, son épouse Anna, décédée alors que leur fille n'avait qu'1 an. La fille qu'il avait... Non, murmura-t-il pour lui-même, c'est pas possible. Mais les pièces commencèrent à s'emboîter avec une clarté terrifiante. L'âge de Marie concordait. Ses traits physiques, les grands yeux sombres, la forme de son visage, jusqu'à la façon dont elle fronçait les sourcils quand elle réfléchissait, étaient étonnamment similaires à ceux d'Anna. « Marie, » dit-il, essayant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Quel est ton nom de famille? Tu te souviens de ton nom complet? »« Silva, » répondit-elle automatiquement. « Marie Silva. » Silva, le nom de jeune fille d'Anna qu'elle avait gardé même après le mariage. Le nom de famille que sa fille porterait s'il n'avait pas... Les souvenirs qu'il avait réprimés pendant 5 ans explosèrent dans son esprit comme une digue rompue. Anna mourant à l'hôpital, lui complètement perdu et désespéré. Le bébé pleurant constamment, lui ne sachant pas comment s'en occuper seul.
La pression des affaires, les décisions urgentes qui devaient être prises. La famille d'Anna offrant de l'aide, disant qu'ils prendraient soin de l'enfant temporairement, jusqu'à ce qu'il se réorganise. Il avait accepté, confiant sa fille aux bons soins de la sœur d'Anna, se promettant que ce ne serait que pour quelques semaines. Mais les semaines sont devenues des mois, et les mois sont devenus des années. Il y avait toujours une excuse, une affaire urgente, un voyage important, une crise qui nécessitait son attention immédiate. Et puis, lorsqu'il avait enfin décidé de récupérer sa fille, il avait découvert que la sœur d'Anna avait déménagé sans laisser d'adresse. Ses tentatives pour les retrouver avaient été frustrées par des avocats qui lui avaient dit que la famille considérait qu'il avait abandonné l'enfant, qu'il serait préférable pour tout le monde s'il passait simplement à autre chose. Au lieu de se battre, il avait accepté. Il s'était convaincu que sa fille serait mieux sans lui, qu'un enfant méritait plus qu'un père qui priorisait les affaires sur la famille. Il avait enterré la douleur sous un travail obsessionnel et le succès financier, construisant un empire sur les cendres de sa paternité abandonnée. « Monsieur », la petite voix de Marie le ramena au présent. « Vous pleurez. » Il n'avait même pas réalisé que les larmes coulèrent sur son visage. Il regarda la fillette, sa fille, sa propre fille, et sentit comme si le monde entier avait changé de place. « Marie, » dit-il d'une voix étranglée, « je dois te dire quelque chose de très important. » Pendant l'heure qui suivit, avec des mots soigneusement choisis appropriés pour une enfant de 5 ans, il lui raconta à Anna comment il avait été faible et lâche, comment il avait pris la pire décision de sa vie en la laissant partir. Marie l'écouta en silence, ses grands yeux assimilant des informations à la fois choquantes et étrangement réconfortantes. Finalement, les pièces de sa propre histoire prenaient sens. « Alors, vous êtes mon papa ?» demanda-t-elle quand il eut fini. « Oui, » murmura-t-il, « je suis ton père, et je suis désolé, Marie. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à te trouver. Je suis désolé pour tout ce que tu as enduré toute seule. » Elle resta silencieuse un long moment, serrant l'ours en peluche et le regardant avec une expression qui mêlait la confusion, la douleur et quelque chose qui pourrait être de l'espoir. « Pourquoi vous m'avez laissé partir ?» demanda-t-elle finalement, et la simple question portait des années d'abandon et de solitude. « Parce que j'étais un lâche », répondit-il avec une honnêteté brutale. Parce que j'avais peur de ne pas savoir comment être un bon père pour toi. Parce que je pensais que ce serait plus facile de faire comme si tu n'existais pas, plutôt que d'admettre que je ne savais pas comment t'aimer comme il faut. Et maintenant, je sais que j'ai passé les 5 dernières années à vivre la moitié d'une vie. Maintenant, je sais que tu es la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée. Maintenant, je sais que je veux passer le reste de ma vie à essayer de compenser tout le temps que nous avons perdu. » Marie le regarda longuement, ses petits yeux évaluant la sincérité de ses paroles. Puis, lentement, elle tendit sa petite main et toucha les larmes sur son visage. « Pleurez pas, papa, » dit-elle simplement. « On s'est retrouvés maintenant. » Et avec ces simples mots, 5 ans de culpabilité, de remords et d'auto-haine commencèrent à se dissoudre. Ils ne disparurent pas complètement, ils ne disparaîtraient jamais, mais se transformèrent en quelque chose de nouveau. La détermination de faire mieux, d'être meilleur, de donner à sa fille tout l'amour qu'elle avait perdu. Ils restèrent assis sur le trottoir pendant des heures, père et fille réunis par les circonstances les plus improbables, commençant le long processus de redécouverte. Et pour la première fois depuis 5 ans, tous deux sentirent qu'ils étaient enfin rentrés chez eux. Le bonheur des retrouvailles dura exactement 3 jours. 3 jours pendant lesquels le millionnaire, père, emmena Marie découvrir son appartement, lui acheta des vêtements appropriés, l'inscrivit dans une école privée et commença à imaginer ce que serait sa nouvelle vie de père célibataire d'une fillette de 5 ans. Marie s'adaptait mieux qu'il n'avait osé l'espérer. La transition de la rue au luxe aurait pu être traumatisante, mais elle montrait une capacité d'adaptation qui l'impressionnait. Plus important encore, elle commençait à sourire davantage, à jouer,
à agir comme un enfant normal devait agir. Mais le jeudi matin, tout s'effondra. Le millionnaire était en réunion quand sa secrétaire entra dans le bureau avec une expression de panique sur le visage. « Monsieur », dit-elle à voix basse, « il y a une assistante sociale en bas. Elle dit qu'elle doit vous parler d'urgence au sujet d'une petite fille. » Son sang se glaça. Il descendit immédiatement au rez-de-chaussée où il trouva une femme sévère d'âge moyen portant une serviette pleine de documents et une expression qui ne présageait rien de bon. « Monsieur, dit-elle sans préambule, je m'appelle Dr Santos, du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Nous avons été informés que vous accueillez une mineure dans votre résidence sans la documentation légale requise. C'est ma fille, dit-il, essayant de garder son calme. Selon nos dossiers, Marie Silva a été déclarée officiellement abandonnée il y a 4 ans. Elle est considérée comme une enfant en danger et doit être immédiatement placée dans une institution appropriée. Mais je suis son père. Je peux le prouver. Vous pouvez tenter de le prouver, l'interrompit l'assistante sociale, mais ce sera une procédure longue et compliquée. En attendant, selon la loi, l'enfant doit être placé sous la garde de l'État. Le monde du millionnaire s'effondra à nouveau. Toute sa richesse, tout son pouvoir, toutes ses relations étaient inutiles face à la bureaucratie inflexible du système de protection de l'enfance. « Où est l'enfant en ce moment ?» demanda le docteur Santos. « À l'école, répondit-il machinalement, puis il regretta d'avoir donné cette information. « Nous irons la chercher là-bas. Vous pouvez accompagner si vous le souhaitez, mais l'enfant viendra avec nous aujourd'hui. » Les 2 heures qui suivirent furent les plus désespérées de la vie du millionnaire. Il téléphona à ses meilleurs avocats, mobilisa tous les contacts qu'il avait au gouvernement, offrit des pots de vin qui furent poliment refusés. Rien ne fonctionna. Le système avait ses règles, et ces règles disaient que Marie devait être retirée de sa garde immédiatement. Quand ils arrivèrent à l'école, Marie était dans la cour de récréation, en train de jouer avec d'autres enfants. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait vraiment à une enfant normale, riant, courant sans l'expression inquiète qu'elle portait constamment lorsqu'elle vivait dans la rue. Voir le bonheur sur son visage rendit ce qui allait se passer encore plus douloureux. « Marie !» l'appela-t-il, s'approchant lentement. Elle courut vers lui avec un sourire radieux, mais le sourire disparut quand elle vit la femme sévère à côté de lui. « C'est qui, elle ?» demanda-t-elle, s'abritant instinctivement derrière les jambes de son père. « Marie, dit le docteur Santos avec une voix professionnelle mais non hostile. Je m'appelle docteur Santos. Je suis venu te chercher pour t'emmener dans un endroit sûr où tu pourras rester pendant que ton papa règle quelques affaires importantes. Je veux pas y aller, dit Marie immédiatement, agrippant la main de son père avec force. Je veux rester avec lui. Je sais, ma chérie, mais parfois il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire pour que tout aille bien à la fin. Le millionnaire s'agenouilla à côté de Marie, sentant son cœur comme s'il était arraché de sa poitrine. « Marie, dit-il, luttant pour garder sa voix ferme, je dois régler quelques papiers importants. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je te promets que je viendrai te chercher. Vous avez promis avant et vous m'avez laissé, dit-elle, et les mots furent comme un coup de poignard. Cette fois, c'est différent. Cette fois, je sais qui tu es. Cette fois, je sais à quel point tu es importante pour moi. » Il serra son petit visage entre ses mains. « Tu as confiance en moi ?» Marie le regarda longuement, ses grands yeux brillants de larmes non versées. Finalement, elle hocha lentement la tête. « Alors, laisse-moi régler ça correctement. Laisse-moi me battre pour toi de la bonne façon. » Les adieux furent dévastateurs. Marie ne pleura pas. Elle pleurait rarement, mais la façon dont elle serra l'ours en peluche et regarda en arrière alors qu'on l'emmenait faillit détruire le millionnaire. Cette nuit-là, seul dans son appartement qui sentait encore le shampoing pour enfant de Marie, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des décennies. Il pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. Mais quand le jour se leva, les larmes s'étaient transformées en une détermination de fer. Il mobilisa le meilleur cabinet d'avocats du pays, spécialisé en droit de la famille.
Il engagea des détectives privés pour réunir toutes les preuves possibles de sa paternité. Il entama les démarches pour officialiser légalement son droit de père. Le processus serait long, coûteux et émotionnellement dévastateur, mais pour la première fois de sa vie, il se battait pour quelque chose qui comptait vraiment. Marie, quant à elle, fut placée dans un orphelinat à la périphérie de la ville. C'était une institution bien intentionnée, mais surchargée, où 20 enfants partagèrent des chambres conçues pour 10, où les employés faisaient de leur mieux avec des ressources limitées. Pour une enfant qui venait de faire l'expérience de ce que c'était que d'avoir un vrai foyer, un père qui se souciait d'elle, une attention individuelle et un amour inconditionnel, le retour à la vie institutionnelle fut brutal. Mais Marie était forte. Elle avait survécu aux rues et elle survivrait aussi à cela. Chaque soir, avant de s'endormir, elle serrait l'ours en peluche et murmurait la même promesse. « Il va revenir. Cette fois, il va revenir. » Et de l'autre côté de la ville, dans son appartement vide, le millionnaire regardait dans la direction de l'orphelinat et faisait la même promesse. « Je vais te chercher. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe le coût. Je vais te ramener à la maison. » La lutte ne faisait que commencer, mais tous deux étaient déterminés à gagner, parce que maintenant, ils savaient ce que signifiait être une famille, et ils n'allaient pas y renoncer sans se battre avec tout ce qu'ils avaient. 6 mois passèrent, 6 mois de batailles juridiques interminables, d'audiences bureaucratiques, de nuits blanches à étudier des lois sur la famille qu'ils n'avaient jamais imaginé devoir connaître. Le millionnaire avait découvert que tout son argent et son influence comptaient très peu face à un système conçu pour protéger les enfants des adultes potentiellement dangereux. Il avait vendu 2 entreprises pour payer les honoraires d'avocats. Il s'était soumis à des évaluations psychologiques humiliantes. Il avait ouvert chaque aspect de sa vie privée à l'examen public. Tout cela sans aucune garantie de succès. Mais il avait aussi changé de façon qu'il ne reconnaissait même pas complètement. L'homme qui un jour coupait les budgets sans ciller finança désormais des programmes d'aide aux enfants des rues. Le dirigeant qui n'avait jamais consacré une pensée aux questions sociales se trouvait désormais régulièrement avec des travailleurs sociaux, des éducateurs et des psychologues pour enfants. « Vous ne vous battez pas seulement pour votre fille », observa sa nouvelle avocate, Maître Ferreira, lors d'une de leurs réunions hebdomadaires. « Vous vous battez pour tous les enfants comme elle. » C'était vrai, bien qu'il ne s'en soit pas rendu compte consciemment. Chaque injustice qu'il découvrait dans le système, chaque défaillance qu'il identifiait dans la prise en charge des enfants vulnérables, le motivait à agir. Il avait créé une fondation, établi des partenariats avec des ONG, lancé des programmes qui, espérait-il, empêcheraient d'autres enfants de vivre ce que Marie avait vécu. « Peut-être, dit Maître Ferreira avec soin, que c'est exactement ce que les juges ont besoin de voir. Que vous n'êtes pas seulement un homme riche qui essaie de racheter sa conscience, mais quelqu'un qui est sincèrement engagé envers le bien-être des enfants. » Pendant ce temps, à l'orphelinat, Marie changeait aussi. Au début, elle s'était isolée, refusant de se faire des amis ou de s'attacher à un adulte. Elle avait appris douloureusement que s'attacher trop causait seulement de la douleur lorsque les gens partaient inévitablement. Mais peu à peu, sa nature naturellement attentionnée commença à émerger. Elle devint la grande sœur non officielle des jeunes enfants, celle qui consolait les nouveaux arrivants effrayés, qui partageait sa nourriture quand quelqu'un avait encore faim, qui racontait des histoires à l'heure du coucher pour apaiser les cauchemars des autres. « Elle est spéciale », commenta Sophie, une des éducatrices les plus expérimentées, avec la directrice de l'orphelinat. « J'ai jamais vu une enfant aussi petite avec autant de compassion pour les autres. » Les enfants qui ont beaucoup souffert développent parfois une empathie extraordinaire, répondit la directrice. Ils savent ce que c'est que de ressentir de la douleur. Alors, ils font tout pour protéger les autres de la même douleur. La première rencontre supervisée eut lieu dans une salle stérile du tribunal, avec une assistante sociale prenant des notes sur chaque mot échangé entre père et fille.
L'artificialité de la situation était douloureuse pour tous les deux, mais revoir Marie, même dans ces circonstances, donna au millionnaire une force renouvelée pour continuer à se battre. « Vous êtes différente », observa Marie lors de cette première visite d'1 heure. « Différente comment ? Plus triste, mais aussi plus vraie. » L'observation d'un enfant de 5 ans le frappa comme la foudre. Elle avait raison. Il était plus triste. Leur séparation avait ouvert une plaie dans son âme qui saignait constamment. Mais il était aussi plus vrai. Il avait arrêté de faire semblant que l'argent et le succès professionnel étaient tout ce qui comptait. Il avait arrêté de se cacher derrière des masques d'entreprise. « Tu me manques tous les jours », dit-il simplement. « Moi aussi », répondit-elle. « Mais je sais que vous vous battez pour moi. Les autres enfants m'ont dit que vous aidez beaucoup de monde. » Elle savait. Même à l'orphelinat, les nouvelles de sa transformation lui étaient parvenues. Les programmes qu'il avait créés, les dons qu'il avait faits, les changements qu'il essayait de mettre en œuvre dans le système de protection de l'enfance. « Je veux que tu sois fier de moi », dit-il. « Je suis déjà fière », répondit-elle avec la simplicité dévastatrice qui avait toujours caractérisé ses paroles les plus profondes. Les visites devinrent hebdomadaires, puis bi-hebdomadaires, puis finalement, des visites non supervisées furent autorisées. Chaque petite victoire légale était célébrée comme une bataille gagnée dans une guerre plus grande. Le moment décisif vint lorsque Maître Ferreira entra dans son bureau avec un sourire qu'il n'avait pas vu depuis des mois. « Nous avons une date », annonça-t-elle. « L'audience finale est fixée. Dans 2 semaines, un juge se prononcera définitivement sur la garde de Marie. Et nos chances ? Bonnes, très bonnes. Vous avez démontré un changement authentique, un engagement réel, et plus important encore, le système lui-même reconnaît que Marie est mieux avec vous qu'à l'institution. 2 semaines. 14 jours qui détermineraient le reste de leur vie. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, le millionnaire dormit profondément. Il rêva de Marie courant dans les couloirs de son appartement, remplissant les espaces vides de rire et de vie. Il rêva de petits déjeuners ensemble, d'histoires à l'heure du coucher, de tous les moments quotidiens de paternité qu'il avait manqués et qu'il voulait désespérément récupérer. À l'orphelinat, Marie rêvait aussi. Elle rêvait d'une maison qui sentait les fleurs comme sa mère, mais qui avait la sécurité et l'amour que seul son père pouvait offrir. Il ne restait plus que 2 semaines avant de découvrir si les rêves de tous deux se réaliseraient. Le jour de l'audience finale se leva gris et pluvieux, comme si le ciel lui-même reflétait la tension qui planait sur la décision qui changerait à jamais de vie. Le millionnaire s'était réveillé avant le réveil, après une nuit de sommeil agité, remplie de scénarios possibles. Certains porteurs d'espoir, d'autres dévastateurs. Il se vêtit avec un soin particulier ce matin-là. Pas le costume d'affaires intimidant qu'il portait pour impressionner ses adversaires dans les affaires, mais quelque chose de plus simple, de plus humain. Il voulait que le juge voie en lui non pas le magnate froid et calculateur qu'il avait été, mais le père transformé qu'il était devenu. À l'orphelinat, Marie était aussi préparée pour le grand jour. Sophie, l'éducatrice qui était devenue particulièrement proche d'elle au cours de ces mois, l'aidait à enfiler la robe bleu clair que son père avait fait spécialement commander pour l'occasion. « Tu es nerveuse, ma chérie ?» demanda Sophie, remarquant comment les petites mains de Marie tremblaient légèrement tandis qu'elle serrait l'ours en peluche. « Un petit peu, » admit Marie. « Et s'il décidait que je peux pas rester avec mon papa ? Alors tu continueras d'être la petite fille courageuse et spéciale que tu as toujours été. » répondit Sophie, embrassant le dessus de sa tête. « Mais j'ai un très bon pressentiment pour aujourd'hui. » Le tribunal était bondé d'une manière qui surprit tout le monde. Au cours des mois précédents, l'histoire du millionnaire qui avait retrouvé sa fille dans la rue était devenue publiquement connue. Des journalistes, des militants des droits de l'enfant et des gens ordinaires qui avaient été émus par le récit étaient présents pour assister à l'issue. Quand Marie entra dans le tribunal, petite et digne dans sa robe bleue, un silence respectueux envahit l'atmosphère. Elle chercha du regard jusqu'à trouver son père, et quand leurs regards se croisèrent, tous deux sourirent.
Des sourires nerveux, pleins d'espoir, pleins d'amour. Le juge, le docteur Mendes, était un homme d'une 60aine d'années connu pour son sérieux et son impartialité. Il avait examiné attentivement tous les documents de l'affaire, toutes les évaluations psychologiques, tous les rapports sur la transformation du millionnaire au cours des derniers mois. « C'est une affaire extraordinaire », commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Rarement nous voyons une situation où autant de facteurs complexes s'entremêlent. Abandon parental, survie dans la rue, réunification familiale et transformation personnelle profonde. » Le millionnaire sentit son cœur s'accélérer. Les paroles du juge ne révélaient pas ses intentions, et l'incertitude était presque insupportable. Au cours des 6 derniers mois, continua le docteur Mendes, ce tribunal a observé des changements notables chez le requérant. Des changements qui vont bien au-delà des simples tentatives d'impressionner le système juridique. Le juge se tourna pour regarder directement le millionnaire. « Monsieur, qu'est-ce qui vous a motivé à rechercher votre fille à nouveau après 5 ans d'absence ? » « Elle m'a trouvé en premier, votre honneur, » répondit-il, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Elle m'a montré ce que j'avais perdu, non seulement sa présence, mais ma propre humanité. Elle m'a appris que le succès sans amour n'est qu'une forme sophistiquée d'échec. Et qu'avez-vous à dire sur les 5 années où vous ne l'avez pas recherché ? La question qu'il avait redoutée, mais pour laquelle il était préparé. Je n'ai pas d'excuse, votre honneur. J'ai été lâche, j'ai placé la peur et la commodité au-dessus de l'amour et de la responsabilité. Mais j'ai appris qu'admettre ses erreurs est le premier pas pour les corriger. Ces derniers mois n'ont pas seulement consisté à essayer de récupérer ma fille, ils ont consisté à devenir l'homme, le père, qu'elle mérite. » Le docteur Mendes hocha la tête et se tourna vers Marie. « Et vous, jeune fille, comment vous sentez-vous à l'idée de vivre avec votre père ?» Marie se leva, serrant l'ours en peluche avec force. Sa petite voix, mais claire, remplit le silence de la salle. « Et j'ai passé beaucoup de temps en colère contre lui parce qu'il était parti, » dit-elle avec une honnêteté qui impressionna tous les présents. « Mais j'ai appris que parfois, les gens font des choses mauvaises parce qu'ils ont peur, pas parce qu'ils sont méchants. » Elle regarda directement son père. « Mon papa avait peur de ne pas savoir comment s'occuper de moi, mais maintenant il a appris. Et moi aussi, j'ai appris que pardonner à quelqu'un, ça veut pas dire que ce qu'il a fait était bien. Ça veut dire que tu veux pas porter la colère pour toujours. » Un murmure d'admiration parcourut la salle. La sagesse de cet enfant de 5 ans avait touché tous les présents. « En plus, » continua Marie, « il prend pas juste soin de moi maintenant, il prend soin de plein d'enfants qui ont besoin d'aide. Ça me rend fier de lui. » Le juge resta silencieux un long moment, clairement impressionné. Puis il s'adressa à l'assistante sociale. « Docteur Santos, quelle est la recommandation officielle du conseil départemental ? » « Votre honneur, » répondit-elle. « Après une évaluation approfondie, nous recommandons que la garde soit accordée au père biologique avec un suivi psychologique continu pour tous les deux pendant la période de transition. » Et la position de l'orphelinat où Marie a résidé. La directrice de l'orphelinat se leva. « Votre honneur, bien que nous nous soyons beaucoup attachés à Marie et qu'elle ait été une présence positive dans notre institution, il est évident qu'elle s'épanouit dans un environnement familial. Nous soutenons pleinement la réunification. » Le docteur Mendes prit quelques notes, puis enleva ses lunettes et les essuya soigneusement. Un geste qui augmenta la tension dans la salle. « Cette affaire, dit-il finalement, représente à la fois les failles et les possibilités de rédemption de notre système. Les failles parce qu'il a permis à un enfant de tomber à travers les mailles du filet et de finir par vivre dans la rue. Les possibilités parce qu'elle a montré qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. » Il regarda directement le millionnaire. « Monsieur, vous avez commis une grave erreur en abandonnant votre fille. Mais ces derniers mois, vous avez démontré des remords sincères et un réel changement. Plus important encore, vous avez démontré que vous avez appris qu'être père, ce n'est pas être parfait, c'est être présent, persévérant et placer les besoins de l'enfant au-dessus des siens. »
Le cœur du millionnaire battait si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Par conséquent, continua le juge, ce tribunal accorde la garde complète de Marie Silva à son père biologique aux conditions suivantes: un suivi psychologique familial pendant 6 mois, des rapports mensuels au conseil départemental pendant 1 an et un engagement continu envers les programmes d'aide sociale que le requérant a mis en place. La salle éclata en applaudissements. Des larmes coulèrent sur le visage du millionnaire, tandis que Marie courut vers lui, enfin libre de l'embrasser sans surveillance, sans limitation de temps, sans crainte de séparation. « On a réussi, papa », murmura-t-elle contre son épaule, utilisant pour la première fois ce mot précieux en public. « On a réussi, ma fille », répondit-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Et cette fois, c'est pour toujours. » En sortant du tribunal, ils furent accueillis par une foule de soutiens, de journalistes et d'autres familles qui avaient été inspirés par leur histoire. Mais tout ce qui importait pour tous les deux, c'était d'être ensemble. Cette nuit-là, enfin à la maison, le millionnaire borda Marie dans son propre lit. Une chambre qui avait été soigneusement décorée avec tout ce qu'une petite fille de 5 ans pouvait désirer. « Papa », dit-elle somnolente, serrant l'ours en peluche qui avait maintenant la compagnie de plusieurs autres nouveaux jouets. « Oui, ma chérie, vous croyez que maman, elle est contente qu'on se soit retrouvés ?» Le millionnaire sentit des larmes piquer ses yeux. « Je suis absolument certain qu'elle l'est, Marie. Je suis sûr qu'elle savait que même si cela prenait du temps, un jour nous retrouverions notre chemin l'un vers l'autre. Je crois aussi, » murmura-t-elle, déjà presque endormie. « Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma fille. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. » En regardant Marie s'endormir en toute sécurité, le millionnaire réfléchit au voyage extraordinaire qui les avait menés là. D'une rencontre fortuite dans la rue à une réunification légale, ils avaient surmonté tous les défis possibles et en étaient sortis plus forts. Mais plus important encore, tous deux avaient appris que le véritable amour ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur. Il consiste à avoir le courage d'admettre quand on a tort et à faire tout ce qu'il faut pour corriger ses erreurs. À partir de maintenant, chaque jour serait l'occasion de construire des souvenirs heureux qui compenseraient les années perdues. Et tous deux étaient prêts à saisir chaque instant de cette seconde chance que la vie leur avait donnée. 1 an s'est écoulé depuis la décision du tribunal, et la vie s'était transformée de manière que ni le millionnaire ni Marie n'auraient pu imaginer. La maison qui autrefois résonnait de solitude vibrait désormais au son de rires enfantins, de petits pas courants dans les couloirs et de conversations animées pendant les repas. Marie avait fleuri comme une fleur qui avait enfin trouvé un sol fertile et une lumière solaire adéquate. À l'école, elle excellait non seulement sur le plan scolaire, mais aussi en tant que leader naturel qui protégeait les plus jeunes et incluait ceux qui se sentaient exclus. Ses professeurs commentaient régulièrement sa maturité émotionnelle exceptionnelle et sa capacité d'empathie qui dépassait son âge. « Elle a une sagesse ancienne », observa sa professeure lors d'une réunion avec le père. « C'est comme si elle avait vécu des expériences qui lui ont appris la nature humaine d'une manière que peu d'enfants comprennent. » Le millionnaire savait exactement d'où venait cette sagesse. Marie avait appris la résilience, la compassion et le pardon de la manière la plus difficile possible. Maintenant, en sécurité et aimée, elle utilisait ces leçons pour aider les autres. Les samedis matins, qui étaient devenus une tradition sacrée entre père et fille, ils visitaient l'orphelinat où Marie avait séjourné. Elle insistait pour rester en contact avec les enfants qu'elle avait laissés derrière elle, apportant des jouets, des livres et, plus important encore, l'espoir qu'ils pourraient aussi trouver des familles aimantes. « Pourquoi vous tenez tant à revenir ici ?» demanda le père lors d'une de ses visites, observant comment Marie consolait une nouvelle petite fille qui pleurait de nostalgie. « Parce que quand on est dans le noir, parfois la seule chose qui nous maintient en vie, c'est de savoir que quelqu'un qui est passé par là a réussi à s'en sortir, » répondit-elle avec simplicité. « Je veux être la preuve que des bonnes choses peuvent arriver. » Le millionnaire avait connu sa propre transformation radicale. L'entreprise qui était autrefois sa seule passion servait désormais un but plus grand.
Il avait complètement restructuré ses priorités d'entreprise, mettant en œuvre des programmes de responsabilité sociale qui étaient devenus des modèles pour d'autres entreprises. La Fondation Maria, nommée en l'honneur de sa fille, était devenue l'une des organisations les plus respectées dans le domaine de l'aide aux enfants en situation de vulnérabilité. Non seulement elle fournissait un abri et de la nourriture, mais elle se concentrait sur la réunification familiale, l'éducation et le soutien psychologique. « Vous avez changé toute la donne », commenta le docteur Santos, la même assistante sociale qui avait autrefois retiré Marie de sa garde, lors d'une réunion concernant l'expansion des programmes de la Fondation. Avant, nous avions des institutions qui mettaient les enfants en sécurité. Maintenant, nous avons un système qui travaille activement pour leur donner de véritables familles. Mais les changements les plus profonds étaient visibles à la maison, dans les petits moments quotidiens qui forment le tissu d'une famille. Comme Marie insistant pour aider à préparer le petit déjeuner tous les dimanches, même si cela signifiait une cuisine plus en désordre. Comme elle courant pour l'embrasser quand il rentrait du travail, toujours impatiente de lui raconter sa journée. « Papa », dit-elle un soir alors qu'ils faisaient leurs devoirs ensemble à la table de la cuisine, « vous vous souvenez quand vous m'avez dit que vous aviez faim, que quelqu'un se soucie de vous ?»« Je me souviens, » répondit-il, curieux de savoir où la conversation allait le mener. « Vous avez encore cette faim ?» Le millionnaire arrêta de réviser ses exercices de mathématiques et prit vraiment la question en considération. Quand avait-il ressenti pour la dernière fois la solitude ? Quand avait-il remis en question le sens de sa vie ? Non, dit-il finalement. Cette faim a complètement disparu. Et vous ? Moi aussi, répondit Marie avec un sourire. Je crois qu'on s'est nourris l'un l'autre. C'était une observation beaucoup trop profonde pour un enfant de 6 ans, mais parfaitement appropriée pour Marie, qui avait toujours vu des vérités que les autres manquaient. Les jeudis soirs, ils avaient établi un rituel spécial. Après le dîner, ils s'asseyaient sur le balcon de l'appartement et Marie racontait des histoires sur ses aventures dans la rue, mais maintenant transformées en contes de courage et d'espoir, et non de traumatismes et de survie. Il était une fois une petite fille qui vivait dans une très grande ville, commençait-elle toujours de la même manière. Elle n'avait pas de maison, mais elle avait un cœur énorme. Et un jour, ce cœur énorme attira l'attention d'un homme qui avait oublié comment utiliser son propre cœur. Le millionnaire écoutait ces histoires avec fascination, voyant son propre parcours commun à travers les yeux de sa fille. Dans la version de Marie, il n'était pas un homme d'affaires froid qui avait renié sa responsabilité. C'était un prince ensorcelé qui avait oublié comment aimer et qui avait besoin d'une petite fée pour briser le sort. Et ils vécurent heureux pour toujours ? Demandait-il toujours à la fin, même s'il connaissait la réponse. Ils vécurent avec un but pour toujours, corrigeait toujours Marie. Le bonheur, ça va et ça vient, mais le but, ça reste. Et leur but, c'était de prendre soin l'un de l'autre et d'aider les autres enfants à trouver leur famille aussi. Pendant une de ces soirées, alors qu'ils observaient les lumières de la ville scintiller comme des étoiles terrestres, Marie posa une question qui le prit par surprise. « Papa, vous croyez que si vous m'aviez pas abandonné quand j'étais bébé, je serais la même personne que je suis aujourd'hui ?» C'était une question complexe, chargée d'implications philosophiques qui pourraient tourmenter autant le père que la fille. Mais Marie la posa avec une curiosité sincère, sans rancune. « Je ne sais pas, » admit-il honnêtement. « Peut-être que vous seriez plus innocente, plus protégée. Peut-être n'auriez-vous pas développé toute cette compassion et cette sagesse. Je crois aussi, acquiesça-t-elle. Des fois, les mauvaises choses arrivent pour que de très bonnes choses puissent arriver après. Comme si la vie avait besoin de nous donner quelques leçons avant de nous donner les cadeaux. Vous considérez notre famille comme un cadeau, le plus beau des cadeaux, répondit-elle sans hésitation, parce qu'on a dû se battre pour elle. Les choses pour lesquelles on se bat sont toujours les plus précieuses. Au fur et à mesure que Marie grandissait et s'épanouissait, le millionnaire se retrouvait souvent à apprendre plus d'elle qu'à lui enseigner. Elle avait conservé toute la sagesse acquise pendant ces années difficiles.
mais pouvait désormais l'appliquer à partir d'une position de sécurité et d'amour. À l'école, elle était devenue la défenseur naturelle des enfants timides ou différents. À la maison, c'était elle qui consolait souvent son père quand il avait des journées difficiles au travail. À la fondation, sa présence inspirait autant les employés que les enfants pris en charge. « Elle est notre ambassadrice la plus efficace », plaisanta l'un des employés de la fondation. « Les gens la regardent et voient la preuve vivante que notre travail fonctionne. » Mais pour le millionnaire, Marie était bien plus qu'une ambassadrice ou un symbole. Elle était la fille qu'il avait perdue et retrouvée, la professeure qui était apparue quand il avait le plus besoin d'apprendre, la lumière qui avait illuminé les coins sombres de son âme dont il ignorait même l'existence. Un dimanche après-midi, alors qu'il visitait le cimetière où Anna était enterrée, une tradition mensuelle qu'ils avaient établie, Marie déposa des fleurs fraîches sur la tombe et murmura une prière silencieuse. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» demanda son père. « Je l'ai remercié de m'avoir donné la vie et de vous avoir choisi pour être mon père, même quand vous saviez pas comment faire comme il faut. » Le millionnaire sentit des larmes piquer ses yeux. « Vous croyez qu'elle nous a pardonné pour tout le temps perdu? Je crois qu'elle a toujours su qu'un jour on se retrouverait, » répondit Marie avec confiance. « Les mères, elles savent ces choses. Elle savait que vous aviez besoin d'apprendre quelques leçons d'abord, et que j'avais besoin de devenir assez forte pour vous les enseigner. » En retournant à la voiture, main dans la main sous le soleil doré de l'après-midi, tous deux réfléchirent au voyage extraordinaire qui les avait menés là, d'une rencontre fortuite sur un trottoir animé à une véritable famille forgée dans la douleur, mais tempérée dans l'amour. « Papa, » dit Marie en arrivant à la maison, « vous regrettez quelque chose. »« Je regrette d'avoir mis autant de temps à vous trouver, » répondit-il immédiatement. « Mais je ne regrette pas le voyage qui nous a amenés ici, parce qu'il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Moi non plus, je regrette rien, acquiesça-t-elle, pas même les jours difficiles dans la rue, parce qu'ils m'ont appris à apprécier ce que j'ai maintenant. » Cette nuit-là, après que Marie se soit endormie, le millionnaire resta debout devant la porte de sa chambre, l'observant dormir paisiblement, l'ours en peluche toujours fidèle dans ses bras. En quelques années, elle avait transformé non seulement sa vie, mais sa compréhension de ce qui comptait vraiment dans le monde. Il pensa à l'homme qu'il avait été, focalisé uniquement sur les profits, déconnecté de tout but plus grand, vivant une vie matériellement riche, mais spirituellement vide. Cet homme lui paraissait un étranger maintenant, quelqu'un d'un passé lointain qu'il avait du mal à reconnaître. L'enfant endormi dans le lit avait été son salut, d'une manière qu'elle ne comprendrait probablement jamais tout à fait. Elle lui avait montré que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en relations significatives, que le succès réel ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à l'impact positif que l'on a sur la vie des autres. Plus important encore, Marie lui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour devenir la personne qu'on aurait dû être tout le temps. Que la rédemption ne se mesure pas à la perfection, mais au fait de choisir de faire mieux chaque jour. Alors qu'il fermait doucement la porte de la chambre et se dirigeait vers la sienne, le millionnaire fit une promesse silencieuse, la même promesse qu'il faisait toutes les nuits depuis 1 an. Demain serait une autre journée pour être le père que Marie méritait, une autre journée pour utiliser ses ressources et son influence afin d'aider d'autres enfants comme elle, une autre journée pour prouver que l'amour, une fois vraiment trouvé, peut tout transformer. Et dans sa chambre, dormant profondément avec un petit sourire aux lèvres, Marie rêvait de toutes les aventures qui restaient à venir. Des aventures qu'elle affronterait non pas seule dans les rues dangereuses d'une ville indifférente, mais main dans la main avec l'homme qui avait appris que être un père, c'était le travail le plus important de sa vie. La fillette, qui n'avait autrefois pas même un nom, avait maintenant une famille, un avenir et un but. Et l'homme qui mesurait autrefois sa valeur uniquement en chiffres, comprenait désormais que certaines choses ne peuvent pas être quantifiées. Elles ne peuvent qu'être ressenties, vécues et partagées avec ceux que nous aimons.
Ils s'étaient trouvés l'un l'autre au moment exact où ils en avaient tous les deux le plus besoin. Et ensemble, ils construisaient non seulement une famille, mais un héritage d'amour qui s'étendrait bien au-delà de leur propre vie, touchant d'innombrables autres enfants qui attendaient toujours leur propre seconde chance d'avoir une vraie famille. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir de nouvelles histoires tous les jours. Que feriez-vous à la place du millionnaire? Commentez ci-dessous et partagez cette histoire avec quelqu'un de spécial.